Mesdames, Messieurs, Marc Fontcave, merci beaucoup. Merci Alain. Je suis ravi d'être là. Je découvre, moi je ne suis pas comme Gilles qui connaît la maison très bien. Et puis d'ailleurs, si on m'avait dit que j'intervenais après Gilles, peut-être que j'aurais dit non, hein. C'était tellement formidable ce qu'il nous a raconté. Alors, je suis désolé, je ne vais pas vous montrer d'aussi belles photos que... Enfin, il y en avait certaines qui n'étaient pas très belles d'ailleurs, hein, effectivement. Mais le vivant, c'est aussi des atomes et des molécules. Donc moi, je vais rentrer dans le monde atomique. Je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec de la chimie et des formules de chimie, bien sûr, mais c'est là que la bio-inspiration, le biomimétisme peut être mis en œuvre aussi, et c'est le travail du chimiste. Donc je vais vous dire quelques mots de la façon dont un chimiste comme moi, comme les chimistes qui sont dans mon équipe, traduisent ce concept de bio-inspiration concrètement. Et comme vous allez le voir, parce que ça s'applique à des tas de domaines, mais je vais le faire, en effet, comme l'a dit Alain, dans le domaine spécifique de l'énergie. Alors, en parlant d'énergie, je vais vous dire des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir, mais la réponse que je vais apporter, j'espère, sera enthousiasmante avec les nouvelles technologies qu'offre la démarche bio-inspirée. Alors en fait, l'idée, enfin, vous la connaissez, mais je préfère la redonner à nouveau. L'idée, c'est que la machine vivante est une chose absolument exceptionnelle. Contient, alors ça marche ça, oui, contient des molécules et des macromolécules en très très grande quantité, d'une très grande sophistication, des matériaux, des processus de synthèse, de métabolisme, des procédés, et j'appelle ce procédé comme on pourrait les appeler dans le monde industriel, des réactions chimiques, et puis tout un tas de phénomènes extrêmement complexes qui leur permettent de la réplication, qui leur permettent de la régulation, de l'adaptation, de la réparation. Et donc ça fait une machinerie qui est absolument exceptionnelle. Alors vous avez vu que exceptionnel, j'ai mis un point d'interrogation parce que en fait, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, je vais parler de photosynthèse artificielle, mais le rendement de la photosynthèse n'est pas exceptionnel, il est même plutôt mauvais. En même temps, la nature n'a pas été construite, le monde vivant n'a pas été construit pour produire des biocarburants. Et donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, y compris dans le monde vivant, les processus ne sont pas poussés jusqu'à leur extrémité. Ils pourraient l'être, mais probablement ils ne le sont pas parce que c'est aussi un phénomène d'adaptation avec l'environnement. Et effectivement, l'idée, c'est que toute cette machinerie s'est mise en place parce qu'elle a eu le temps de le faire. Gilles l'a évoqué. 4 milliards d'années d'évolution, c'est long. Il y a eu des ruptures technologiques pour le vivant, mais il a fallu quand même 4 milliards d'années pour avoir des phénomènes aussi complexes que la photosynthèse mise en œuvre, comme je vais vous le décrire. Alors évidemment, l'idée, c'est en regardant ce monde vivant, c'est de dire il y a des tas de choses intéressantes et on va essayer de faire la même chose. En même temps, justement, la difficulté, c'est qu'on n'a pas 4 milliards d'années à attendre pour réussir notre révolution technologique. Dans le domaine de l'énergie, je voudrais quand même dire une chose, c'est que moi, ce qui me gêne un peu dans cette problématique de la révolution énergétique à laquelle nous aspirons, c'est qu'on nous donne des deadlines. Alors, Gilles a dit qu'on s'en était préoccupé trop tard du réchauffement climatique, mais à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on décide qu'une révolution technologique doit être terminée en telle année, tel jour et à telle heure. Et ça, je n'y crois pas du tout. Toutes les révolutions technologiques de l'humanité se sont faites à mesure que les progrès scientifiques et techniques sont arrivés. Donc, la seule réponse que je peux apporter à ça, c'est de dire faisons plus de recherche, faisons plus de technologie. Ne soyons pas trop obsédés par cette deadline, parce que moi j'ai l'impression que ça trouble tout le monde.
ça nous fait aller peut-être parfois trop vite dans des directions qui ne sont pas adaptées. Soyons raisonnables, mais par contre, soutenons la recherche, la technologie, faisons en sorte qu'en effet, le monde académique et le monde industriel travaillent ensemble. Et peut-être qu'on accélérera le succès. Alors, en même temps, on voit bien qu'en effet, ce monde vivant, il s'est construit dans des conditions physico-chimiques très limitées, très contraintes. On n'est pas obligé totalement de rester dans cette contrainte-là. En effet, on voit bien tous les avantages de ces contraintes. On est à température ambiante, on est à pression ambiante. Le vivant travaille dans l'eau, comme l'a dit Gilles. C'est construit sur des composants non toxiques, évidemment, sur des éléments chimiques qui étaient les plus abondants. Je vais y revenir, mais comme vous le savez, il n'y a aucun système biologique, aucun système dans un micro-organisme ou n'importe quel être vivant qui fonctionne avec du platine, du rhodium ou du ruthénium, comme nous le faisons dans l'industrie chimique. Et c'est bien parce que là aussi, il y a un souci d'économie, et je reviendrai sur cet aspect-là. Et puis, la chose qui est fantastique pour un chimiste, c'est que la vie s'est construite sur les seules petites molécules qui existaient et qu'il a fallu exploiter, et qui sont des véritables défis chimiques, parce que ces molécules sont d'une très très grande stabilité, très difficiles à transformer. Ce sont les molécules d'eau, c'est l'azote, c'est l'oxygène, et c'est le dioxyde de carbone dont je vais parler abondamment. Alors, voilà, la démarche, c'est celle-là. C'est à partir du moment où on constate qu'on a en face de nous, et là je vais parler à l'échelle atomique et moléculaire, des objets multiples, évidemment qu'on ne connaît pas dans toute sa diversité. Hein. Encore une fois, Gilles a dit le peu de micro-organismes qu'on connaît et le peu de chimie biologique qu'on connaît à l'intérieur de chacun de ces micro-organismes qu'on connaît. Donc il y a une infinité de choses à apprendre. Mais malgré tout, à partir de ce qu'on sait déjà, on peut commencer à copier. Alors on parle de biomimétisme. Moi je suis comme Gilles. Effectivement, je préfère le terme de bio-inspiration parce que ça détache évidemment un peu le chimiste de la copie un petit peu bête de ce qu'on observe, mais comme vous allez le voir, et je vais essayer d'exprimer ce que j'entends par bio-inspiration dans le cadre d'un travail de chimiste, et donc copier ou s'inspirer du vivant pour inventer. Et je mets inventer entre guillemets parce que c'est malgré tout une forme d'invention. Vous allez voir quelques exemples. On a devant nous des objets qui nous intéressent, qu'on veut copier, mais quand même, vous allez le voir, c'est de l'invention. Et invention pourquoi? Eh bien évidemment pour créer, pour ce qui est le chimiste, des nouveaux matériaux, des nouvelles molécules, des nouveaux procédés. Alors, pour faire ça, il faut comprendre. Et là, je voudrais m'arrêter 2 minutes, parce que c'est évident, enfin là aussi Gilles l'a fait, il a parlé de pluridisciplinarité. Dans mon travail de tous les jours, je ne sais pas faire autrement pour traiter cette question-là que de mettre en œuvre au sein de mon laboratoire des activités de biologie, de biochimie, de chimie. Et quand il y a de la chimie, c'est de la chimie moléculaire, c'est de la chimie du solide. Et donc là, on est confronté à une vraie difficulté. On ne réalise pas, tout le monde s'enthousiasme sur le biomimétisme, bien sûr, mais il y a quelque chose de profondément limitant et qui est culturel. Parce que comprendre, et un petit peu comme je le fais dans mon laboratoire, c'est d'une exigence terrible. Parce qu'en effet, il faut acquérir plusieurs cultures. Et ça reste encore un frein. Ça reste un frein dans notre système de formation universitaire, dans notre système de recherche, dans l'organisation des organismes publics de recherche et énormément dans l'entreprise. Et si vous voulez, c'est tous les jours que je suis confronté à cette difficulté. Toute ma vie,
j'ai été classé comme chimiste alors que je faisais de la biologie, et puis par certains organismes comme biologiste alors que je faisais de la chimie, et puis j'avais dans mon laboratoire des chimistes qui n'étaient pas bien reconnus parce que j'étais classé biologiste, et puis des biologistes qui n'étaient pas bien reconnus quand j'étais classé chimiste, etc., etc. Et ça crée vraiment des difficultés, de la même façon qu'acquérir des moyens à un organisme de chimie, une agence de chimie quand on fait de la biologie ou l'inverse, c'est très très compliqué. Et dans l'industrie, c'est la même chose. Toute ma vie, je me suis posé la question de la difficulté que j'avais à savoir si finalement je formais les bonnes personnes. Et est-ce que mes étudiants n'allaient pas au casse-pipe? Dans un monde où, je vois bien dans le monde industriel par exemple, où on continue à souhaiter avoir un très très bon chimiste de synthèse, même s'il ne comprend rien à la biologie, ou un très très bon biologiste qui sait faire de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, mais qui ne sait même pas les molécules sur lesquelles il travaille. Donc, et à ce moment-là, cette formation qu'impose cette recherche dont je parle, comprendre la biologie, même la travailler et ensuite faire du biomimétisme, de la bioinspiration en faisant de la chimie, évidemment, ça nécessite que mes étudiants, et c'est le cas, aillent un peu faire un peu de biologie, faire un peu de chimie, et à la fin, peut-être qu'ils sont en très très grande difficulté sur le marché du travail. Ça, c'est une question que je me pose, mais je pense qu'il y a une vraie difficulté culturelle. En tout cas, moi, je vous le dis, je ne sais pas faire autrement, et je vous montrerai des exemples, que d'aller vers cette exigence-là, c'est-à-dire d'aller vers cette culture multiple. Et c'est difficile, mais c'est comme ça, je pense, qu'il faut faire. Ça, c'est un diagramme que j'aime bien parce qu'il vous indique finalement où est-ce qu'il faut aller travailler. Et c'est ce que, là aussi, j'essaye de faire dans mon laboratoire. Si vous faites un diagramme très simple, vous avez en abscisse la complexité moléculaire, par exemple, et en ordonnée ici, et en abscisse, la diversité moléculaire, vous comprenez relativement facilement que la biologie est caractérisée par cet espace-là, c'est-à-dire une diversité moléculaire très limitée, 20 acides aminés, 4 bases nucléiques, quelques métaux, voilà. Et par contre, à partir de ce petit nombre de briques, une complexité absolument étonnante. À l'inverse, aujourd'hui, la puissance de la synthèse organique, de la synthèse minérale, fait que le chimiste est capable de synthétiser à peu près n'importe quoi. Donc on a devant nous la capacité de produire une diversité moléculaire presque infinie. À l'inverse, le chimiste, même si nous savons de mieux en mieux produire des systèmes complexes, le chimiste, la chimie est un domaine, c'est celui qui est représenté par cet espace-là, qui est limité en complexité. Et donc finalement, le message de ce diagramme, qui est pour moi assez fantastique et qui est tiré d'un livre de Jean-Marie Laine, c'est que, eh bien, si vous voulez aller faire de la recherche dans ce domaine-là, voilà, voilà les Amériques sont là, voilà le monde vers lequel il faut aller, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire de la chimie de systèmes complexes et il faut introduire de la diversité dans le monde biologique. Alors là, quand je dis ça, on tombe sur, on imagine les OGM, enfin, etc. Mais d'une certaine façon, c'est bien de ça qu'il s'agit. Modifier le vivant, c'est aussi aller combler ce trou. Et d'une certaine façon, mais il y a plein de façons de le faire, la chimie bio-inspirée, c'est contribuer à faire monter cette limite, de la même façon que, par exemple, le grand domaine de la biologie synthétique, où on est encore très très faible en France, est une façon de limiter cette barrière, enfin de déplacer cette barrière verticale. Alors, après avoir dit tout ça, je voudrais maintenant vous dire comment on peut aborder une des questions qui est le stockage de l'énergie. Et avant de dire ça, je vais être obligé quand même de redire des choses auxquelles je tiens en matière d'énergie. Et là, je vais peut-être être désagréable, mais je préfère le dire de la façon dont je le pense. Tout au long de cette campagne,
présidentielle puis législative, on a parfois dit n'importe quoi sur les questions énergétiques. Et en particulier, on a toujours répondu oui à cette question. D'ailleurs, parfois en faisant absolument pas attention si on parlait de l'énergie totale ou de l'énergie électrique, parce que ce n'est pas du tout la même question, mais c'est, peut-on rapidement, alors rapidement, on ne sait jamais très bien si c'est en 2030, en 2050, en 2100, peut-on rapidement passer à une économie totalement décarbonée avec 100% d'énergie renouvelable? Il s'avère que cette question a été mise en avant par un rapport de l'ADEME il n'y a pas longtemps qui a répondu oui, et tout un tas de candidats aux élections ont répondu oui. Et donc en gros, est-ce qu'on peut remplacer totalement, en particulier en France, mais dans le monde, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire par les énergies renouvelables? Voilà, alors malheureusement, ma réponse est non. Je ne sais pas dans combien de temps on le fera, mais certainement pas dans les dates qu'on nous indique, et pour tout un tas de raisons. Mais là aussi, après avoir dit ça, je vais vous donner quelques orientations pour répondre à certaines des contraintes. Évidemment, les énergies renouvelables sont intermittentes, et donc le développement de ces énergies dépend absolument du développement de technologies de stockage d'énergie qui sont encore aujourd'hui insuffisamment efficaces, trop chères, et donc qui nécessitent des gros développements en recherche et en technologie. Et donc leur valeur économique, celle des énergies renouvelables, est faible, même si on voit évidemment le coût de photovoltaïque, de l'éolien diminuer constamment. Et le problème, donc, des capacités de charge qui sont faibles, la nécessité de mobiliser des capacités de stockage qui sont coûteuses, et la mobilisation de production conventionnelle programmable, en particulier les centrales thermiques, mais qui sont émettrices de CO2. Et donc, aujourd'hui, et vous pouvez même regarder l'Allemagne qui a subi une augmentation très importante de production d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne. Actuellement, ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est un arrêt de cette augmentation, parce que pour le moment, aucun pays ne recourt aux énergies renouvelables significativement, ça veut dire au-delà d'une vingtaine de pourcents, sans faire appel à des centrales thermiques qui augmentent la quantité de CO2. Et comme vous le voyez ici, voilà les chiffres pour la France de l'intermittence de ces énergies. Vous connaissez tout ça, mais je vous les montre, c'est assez frappant. Il y a deux informations, hein, c'est l'intermittence ici, et puis aussi le fait qu'il faut installer beaucoup plus de puissance photovoltaïque ou éolien par rapport à ce qu'on en retire. C'est ce que j'appelle ici le facteur de charge, c'est la puissance produite sur la puissance installée. Et vous savez que le solaire, c'est à peu près 10%, et l'éolien, c'est à peu près 25%. Donc c'est pour ça que ça coûte cher. Et alors, si je prends prenons le cas, il faut quand même avoir une petite idée des chiffres dont on parle. Je vais prendre le cas de la France. Et je prends des chiffres que vous connaissez aussi sans doute. La production électrique, en 2013, c'est 547 TWh par an. Le nucléaire, je fais l'hypothèse que je le mets à 50%, puisque c'est un des objectifs que nous avons eu en France. Donc c'est simplement ceci divisé par 2. L'hydroélectricité, je prends le chiffre actuel. Et tout ce qui est biomasse et déchets, le chiffre actuel. Donc il reste 193 TWh par an. Je fais l'hypothèse numéro 2, c'est-à-dire que ce reste-là, il est entièrement énergie renouvelable. Donc vous voyez, il reste encore du nucléaire, mais il n'y a plus de fossiles. Et tous les calculs montrent que dans ces conditions-là, la quantité de stockage qu'il faut mettre en œuvre chaque année, c'est 14 TWh par an. Alors ça ne vous dit pas grand-chose. Eh bien, si on regarde, par exemple, le barrage de Grand Maison, qui est le plus gros barrage français, eh bien, le barrage de Grand Maison, c'est un stockage de 35 gigawattheures par an. Donc, si on faisait que de l'hydroélectricité pour stocker de l'énergie, il faudrait 400 barrages de Grand Maison. Il n'y en a qu'un pour le moment, et il n'y a pas 400 places pour faire un barrage de Grand Maison en France. Et donc là, on tombe aux autres technologies de stockage. Donc, je vais parler de stockage chimique. Je ne vais pas parler de stockage électrochimique qui sont les batteries, et je vais parler de biomasse. Un peu.
Et donc voilà, là est le cœur de la question pour moi, et c'est enfin une des questions, il y en a plusieurs dans le domaine énergétique, et dans mon laboratoire, modestement, notre objectif, c'est de répondre à un certain nombre de questions concernant le stockage. Donc, l'intermittence de ces énergies renouvelables impose des nouvelles technologies de stockage de l'énergie, et là, j'ai simplifié à nouveau en 3 grandes parties. Stockage électrochimique, donc tout le domaine du stockage par les batteries, mais je n'en parle pas, ce n'est pas le sujet. Et évidemment, je vais parler du stockage chimique naturel, et c'est la photosynthèse, parce qu'à tout moment sur la planète, il y a un processus naturel absolument magnifique qui fait du stockage d'énergie solaire. Et puis, je vais vous parler de stockage chimique, en particulier inspiré de cette photosynthèse. Voilà. Alors, c'est ça qui se passe en permanence sur la planète. Il y a tout un tas de micro-organismes, d'organismes vivants, des plantes, des microalgues, des cyanobactéries. Voilà, là je fais un peu du Gilles Boeuf, hein, je monte des... qui ont cette capacité absolument incroyable de capter les photons de la lumière solaire, de capter le CO2 de l'air, d'utiliser l'eau abondante et de coupler tout ça pour faire, je simplifie, la biomasse, c'est-à-dire ces milliers, ces millions de molécules très riches en énergie, parce que l'énergie solaire s'est retrouvée dans les liaisons carbone-carbone, carbone-hydrogène, carbone-oxygène de toutes ces molécules. Et vous voyez que 100 000 terawatts solaires tombent sur la planète, il y a à peu près 100 terawatts de biomasse qui est créée. Si on regarde ce chiffre-là, sachant que la puissance consommée par la planète, c'est à peu près 16 terawatts et qu'on va vers le doublement, 30 terawatts en 2050-2100, vous voyez qu'on est très largement au-dessus. Donc si on voulait récupérer toute la biomasse de la planète, on aurait largement assez pour l'humanité. Bon, mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on veut faire parce qu'il y a plein d'autres problèmes. Alors, ça, c'est peut-être une des choses les plus compliquées que je vais vous montrer, mais ne vous endormez pas, je reprends sur des thèmes un peu plus accessibles. Mais en gros, retenez la chose suivante. Dans les membranes de ces organismes, vous avez des machineries protéiques, donc des molécules, ce sont des macromolécules, qui ont plusieurs fonctions. Il y en a une qui s'appelle PS2 ici, qui effectivement est capable de capter les photons de la lumière solaire. En faisant ça, cette énergie sert à extraire les électrons de la molécule d'eau et ce faisant à produire de l'oxygène, ce qui fait que l'oxygène que nous respirons est le produit de ce phénomène. Il ne sert à rien l'oxygène là, dans ce processus. Les plantes ne font pas ça pour faire de l'oxygène. C'est un accident, en quelque sorte, l'oxygène. Enfin, tant mieux pour nous. Et ces électrons ensuite circulent à travers un circuit, comme dans un fil électrique, puis elles perdent de l'énergie. Il s'avère qu'ils en perdent un peu trop, de sorte qu'il y a besoin d'un deuxième photon pour les réénergiser, ces électrons, et ensuite ils ont suffisamment d'énergie pour aller faire toute une chimie complexe de fixation du dioxyde de carbone pour faire de la biomasse. Et vous voyez que donc pour chaque électron, il faut 2 photons. C'est en partie pour ça que le rendement est mauvais. Vous voyez, vous montez de 1,24 volts alors que déjà vous utilisez 1,83 et 1,77 volts. Donc vous utilisez la nature utilise beaucoup d'énergie solaire pour faire relativement peu de stockage. C'est comme ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Alors ça c'est très très important parce que... ah oui, puis je vais en reparler aussi. Certains de ces électrons peuvent être utilisés aussi pour transformer de l'eau en hydrogène. De sorte que quand ce processus se fait, vous voyez bien que ce que fait la nature, c'est décomposer de l'eau en oxygène et en hydrogène aussi. Et ça existe dans le vivant. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Et alors, voilà, je voudrais rappeler ça aussi, hein, parce qu'on l'oublie, hein, cette pauvre petite molécule de CO2 à qui on attribue tous les malheurs, dont on a envie de se débarrasser en permanence, qu'on a envie de planquer tout au fond de la Terre. Ben, CO2, c'est la vie. C'est une molécule
qui nous crée ce lien dont parlait Gilles entre la nature et l'homme. Ce sont mes petits-enfants là, hein, mais c'est ce cycle merveilleux entre photosynthèse, qui utilise le CO2, comme je l'ai dit, et l'eau pour donner de l'oxygène et toute la biomasse, et toute cette biomasse qui sert à l'alimentation des êtres vivants à travers la respiration, qui redonne le CO2 et l'eau qui est utile à la nature. Et là, juste un peu de temps, c'est un texte un peu long, mais certains d'entre vous le connaissent sûrement. C'est Primo Levi dans un livre qui s'appelle « Le système périodique ». Lisez ce livre, c'est absolument fantastique. Ce n'est pas de la chimie, hein. Ne craignez rien. Il raconte sa vie, sauf que chaque chapitre est intitulé du nom d'un élément de la classification de Mendeleïev. Et le dernier chapitre s'appelle « Carbone ». Et voilà ce que dit Primo Levi. Le carbone est l'élément clé de la substance vivante. Il faut s'en rappeler de temps en temps de ça. Mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée. Elle doit suivre un itinéraire obligé. L'atome, le carbone, accompagné de ses 2 satellites, c'est l'oxygène, qui le maintiennent à l'état de gaz, doit frôler une feuille, y pénétrer et y être fixé par un rayon de soleil, puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Quand nous aurons appris à en faire autant, dit Primo Levi, c'est de la bio-inspiration ça, hein, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Bon, pour Primo Levi, le problème n'était pas le climat, c'était la faim dans le monde, mais la réponse est tout à fait pertinente aussi. Hein. L'anhydride carbonique, qui constitue, donc c'est le CO2, hein, ça, qui constitue la matière première de la vie, la provision permanente dans quoi puise tout ce qui croît et l'ultime destin de toute chair, n'est pas un des composants principaux de l'air, mais un ridicule déchet, une impureté. C'est de cette impureté toujours renouvelée que nous venons, nous les animaux, et nous les plantes, et nous l'espèce humaine. J'aime bien rappeler ça parce que le CO2 est quelque chose qui doit jouer un rôle plus important et doit être dans notre inconscient une molécule plus riche d'intérêt, et c'est ce que je vais vous donner. Et moi, je remplace cette phrase, quand nous aurons appris, etc., de Primo Levi, par une autre phrase. Il ne le dit pas, mais quand nous aurons appris à en faire autant, et c'est de la photosynthèse artificielle, est-ce que nous saurons faire de la photosynthèse nous-mêmes? Nous aurons résolu le problème du stockage des énergies renouvelables. Alors, Primo Levi ne pouvait pas écrire quelque chose comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, s'il avait écrit ce livre, il aurait écrit ceci. Et donc, je vais vous parler de stockage chimique maintenant. Est-ce qu'on peut faire comme de la photosynthèse artificielle? Et là, il y a aussi quelque chose qui est important dans cette démarche de bio-inspiration et de biomimétisme. Et c'est pour ça que bio-inspiration, c'est mieux. Parce que si c'est juste pour copier, si c'est pour faire un système aussi complexe que le système photosynthétique, ça n'a pas d'intérêt. On n'a pas intérêt à juste copier et faire quelque chose d'aussi complexe que le vivant. Sinon, autant prendre le système vivant lui-même pour travailler. D'ailleurs, le domaine des biotechnologies, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'utiliser les micro-organismes, en particulier, comme usine cellulaire, chimique, pour produire des choses. Non, l'idée, c'est de comprendre ces phénomènes et de s'en inspirer pour faire des systèmes simples, peu coûteux, qui vont servir à l'humanité. Et donc la question, c'est évidemment, est-ce qu'on peut transformer de l'eau en hydrogène ou transformer du CO2 en composé carboné, comme le fait la photosynthèse, comme je vous l'ai indiqué, avec des systèmes plus simples? Et donc, en gros, la question, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre au point des dispositifs, là aussi, qui vont prendre du CO2, de l'eau, qui vont utiliser des catalyseurs et des photocatalyseurs, de la lumière solaire, pour faire toute une série de composés, des polymères, des carburants, des composés organiques et de l'hydrogène. En pratique, rentrons maintenant un peu dans la technologie. En pratique, je crois pouvoir m'avancer suffisamment pour dire que si on y arrive, demain, ça ressemblera à ça. C'est très simplifié ici, mais ça ressemblera à 2 types de dispositifs. Soit un dispositif de type photovoltaïque électrolyse, ça vous comprenez bien que c'est assez accessible parce que ce sont des technologies qui existent, sauf qu'il faut les améliorer. Le PV, on n'y échappera pas, il est en pleine explosion et ça va continuer. L'électrolyse, ça fait longtemps qu'on sait en faire, mais là encore, il faut améliorer les dispositifs. Ou alors ce qu'on appelle des cellules photoélectrochimiques où tout est intégré. À la fois la capture solaire,
et la transformation chimique. Ici, vous voyez, hein, le PV, ce sont des semi-conducteurs qui transforment l'énergie solaire en énergie électrique, et cette énergie électrique est envoyée dans une solution où il y a de l'eau et du CO2, et on fait de la transformation. Ici, tout est intégré sur une même électrode. Ça, ce sont des électrodes. Vous avez à la fois des semi-conducteurs qui captent l'énergie solaire et des catalyseurs qui facilitent les réactions chimiques. La catalyse, c'est un mot-clé. Tous les processus, enfin, pas tous, mais 80% des processus industriels sont des procédés catalytiques. Juste quelques mots pour que vous compreniez, puisque maintenant je vais parler de catalyseurs. Si vous regardez ce qu'est un système photosynthétique, qu'il soit naturel ou artificiel, vous pouvez vous le représenter sous cette forme-là, qui est relativement simple. Vous avez ici une échelle énergétique. Les molécules d'eau et les molécules de CO2 sont tout en bas. Ce sont des molécules très stables, donc à très basse énergie. C'est justement en leur apportant de l'énergie solaire que vous êtes capable de les transformer, et vous les transformez en hydrocarbures, monoxyde de carbone, formiate, tout un tas de molécules carbonées, et de l'hydrogène. Et cette énergie, où elle est passée, cette énergie solaire, eh bien, elle est dans les liaisons chimiques, carbone-carbone, carbone-oxygène, hydrogène-hydrogène que vous avez créées. Mais ces processus-là, qui, écrits comme ça, paraissent simples, en réalité, sont d'une très très grande complexité. Et en fait, sur le plan cinétique, sur le plan de la vitesse des réactions, c'est absolument lamentable. Donc, il faut ce qu'on appelle des catalyseurs pour accélérer ces processus. Ce cycle est intéressant, bien sûr, hein, que si vous pouvez le fermer. Ce n'est pas la peine de stocker de l'énergie si vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, il faut aussi la récupérer, et ainsi, alors, sous forme de chaleur, sous forme d'électricité, ou en utilisant ces composés carbonés pour faire de la synthèse chimique pour l'industrie, hein, tout autour de nous est carboné, et ensuite vous fermez le cycle, et là vous avez un cycle vertueux. Voilà un peu le principe, et donc il faut vraiment trouver des catalyseurs pour faire tout ce cycle-là. C'est la clé. Alors, j'ai dit ça pourrait ressembler à ça. Et voilà un monde auquel on peut penser. Il est certainement en partie utopique, mais j'essaye de le simplifier, et c'est un monde dans lequel l'hydrogène va jouer un rôle important, et y compris à travers des situations dans lesquelles chacun pourra produire son électricité et l'utiliser de façon indépendante. Une sorte de décentralisation massive de la production et de la consommation de l'électricité. Et pour faire ça, vous avez besoin à nouveau de mettre en œuvre ce cycle merveilleux. Vous avez de l'eau, vous la transformez en hydrogène et oxygène dans un électrolyseur ou un photoélectrolyseur, comme je vous l'ai indiqué. Et évidemment, l'énergie nécessaire à cette transformation, c'est du soleil, ou de l'électricité qui vient du soleil à travers les panneaux photovoltaïques. Et puis quand vous avez de l'hydrogène, dans un deuxième temps, vous utilisez ce qu'on appelle des piles à combustible qui font la réaction inverse et, ce faisant, redonnent toute l'énergie qui a été accumulée dans un premier temps. Ce processus, ce cycle merveilleux, vous voyez, en réalité, il implique des tas de protons, des tas d'électrons. Ce sont des réactions chimiques extrêmement complexes. Et c'est là qu'on a besoin de catalyseurs. Or, aujourd'hui, un des problèmes, il y en a plusieurs, hein, mais un des problèmes, c'est que ces dispositifs-là sont essentiellement à base de métaux nobles. Les chimistes savent depuis longtemps qu'on sait faire marcher ces machines avec du platine en particulier, mais aussi pour l'oxydation de l'eau, du ruthénium, de l'iridium. Et donc, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut trouver d'autres catalyseurs. Mais si ça marche, on a fait ce calcul avec Vincent Artero à Grenoble, il y a quelques années. Vous voyez, une maison française, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, ici vous voyez un rendement de 12%, avec une cave où il y a une bonbonne d'eau, un électrolyseur, des bonbonnes pour stocker l'hydrogène et l'oxygène, et une pile à combustible pour utiliser cet hydrogène et cet oxygène pour redonner de l'électricité à la maison. L'idée étant
quand il fait beau, il y a un excès d'énergie. On en profite pour aller stocker cet excès d'énergie par électrolyse de l'eau qui fournit de l'hydrogène et de l'oxygène qu'on garde. Et puis la nuit ou quand il ne fait pas beau, on utilise cet hydrogène et cet oxygène par la pile à combustible pour redonner de l'électricité à la maison et même à la voiture. Là, ici, on ne voit pas, mais en plus, elle est décapotable, la voiture. Et donc, si je prends les chiffres de la consommation moyenne française en France, hein, française, c'est ça, 18 kWh par jour d'électricité, je vous pose la question, avec un système comme ça, combien de litres d'eau par jour doit-on électrolyser et combien de surfaces de panneaux photovoltaïques? Donc c'est pour une famille par jour, combien on doit électrolyser d'eau? 100 litres, 1000 litres? Bien non, 2 litres, entre 2 litres et 2 litres et demi, donc c'est très peu. Et évidemment, dans des pays moins consommateurs d'énergie, qui n'ont pas de voitures décapotables électriques et de maisons luxueuses, ça peut être beaucoup moins. Moyennant qu'on puisse en effet fournir, notamment à certaines zones sous-développées, tous ces équipements, on peut espérer que ces gens-là retrouveront un peu d'électricité grâce à l'énergie solaire qu'ils ont. Et vous voyez, en termes de panneaux solaires, c'est 50 mètres carrés sur le toit. Donc on peut imaginer des choses comme ça. Alors, l'histoire technologique de ce monde-là, et je vais finir là-dessus, c'est il n'y a pas si longtemps. Le premier peut-être qui a communiqué beaucoup sur le domaine, c'est Dan Nocera, qui était au MIT à l'époque, qui est maintenant professeur à Harvard, et qui a développé cette notion de artificial leaf, la feuille artificielle. En gros, c'était une stratégie qui consistait à montrer qu'on pouvait, sur une plaque relativement simple, fixer un semi-conducteur, ici vous voyez à base de silicium, et puis des catalyseurs à base de métaux non nobles, comme des oxydes de cobalt pour faire l'oxydation de l'eau, et des alliages de nickel, molybdène et zinc pour faire la réaction de réduction de l'eau en hydrogène. Et moyennant une irradiation de ça, à ce moment-là, vous produisez de l'hydrogène, ce qui fait que vous stockez de l'énergie solaire sous forme d'une énergie chimique. Et si vous récupérez cet hydrogène, bien sûr, vous avez l'énergie solaire dans l'hydrogène que vous pouvez utiliser dans un second temps. Les choses ont un peu progressé. Le rendement de Nocera n'était pas très bon, même s'il était déjà supérieur à la photosynthèse naturelle. Vous avez des travaux, par exemple, de quelqu'un comme Michael Grätzel, qui est aussi une des stars du domaine en Suisse, vous voyez qu'il arrive à un rendement de 12%. La photosynthèse, je ne l'ai pas dit, mais la photosynthèse naturelle, c'est moins de 1% chez les plantes et c'est au maximum 3-4% chez les meilleurs micro-organismes photosynthétiques. Et puis on peut faire la même chose avec du CO2, c'est-à-dire non pas transformer l'eau en hydrogène, mais aussi transformer le CO2 en molécules carbonées plus riches en énergie. Et c'est ce qu'a fait aussi là Michael Grätzel. Vous voyez, là on est en 2015. Et ici, vous voyez, des panneaux photovoltaïques à base de ce matériau qui est très à la mode, perovskite, dont vous avez peut-être entendu parler, et puis un électrolyseur. Mais là, le problème, alors il arrive à des rendements qui sont intéressants, 6,5%, mais là, comme vous le voyez, iridium ici, or de l'autre côté, donc ça ne va pas. Ce n'est pas là-dessus qu'on va baser des technologies. Il faut trouver d'autres choses. Et je vais terminer là-dessus, sur cette notion, est-ce qu'on peut inventer des catalyseurs qui ne s'appuient pas sur du platine, de l'or, du rhodium, de l'iridium, du ruthénium, pour faire ce type de dispositif. Alors, je suis obligé de passer par cette étape-là, qui est des enzymes aux catalyseurs bio-inspirés. En fait, la démarche bio-inspirée en ce qui concerne les catalyseurs peut prendre la démarche que je vous indique ici. Pour une réaction qui vous intéresse, X donne Y, eh bien vous trouvez dans la nature parfois une enzyme qui est capable de faire cette réaction-là. Cette enzyme, c'est ça. Donc c'est une chaîne polypeptidique, c'est un polymère. Et en fait, la chimie X donne Y se passe au niveau d'un site métallique ici, et je zoome, et vous avez une information moléculaire atomique du site sur lequel se fait cette transformation.
Et donc, si vous avez envie de catalyser cette réaction X et Y, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de connaître et de comprendre le fonctionnement de ceci pour faire un petit catalyseur bio-inspiré. En réalité, là, ce que je vous ai montré, c'était plutôt du biomimétisme, c'est de la copie. En fait, il faut faire de la bio-inspiration. Là aussi, qu'est-ce que c'est la bio-inspiration? C'est de comprendre les principes biologiques de l'organisation et les principes biologiques du fonctionnement de ces systèmes. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez traduire cette information en objet bio-inspiré, pas uniquement en prenant des éléments chimiques naturels, mais aussi non naturels, moyennant qu'ils soient non toxiques, abondants, etc. Et vous allez voir des exemples où des combinaisons d'atomes et de molécules qui peuvent être naturelles et non naturelles. Et je vais plus loin, et c'est un truc qu'on développe en ce moment, c'est-à-dire que alors que la biologie, ce sont des molécules, vous pouvez traduire l'information biologique en objet solide bio-inspiré. Ce passage du moléculaire au solide, c'est des choses qu'on essaye de faire aussi. Voilà. Eh bien, voilà quelques exemples. C'est une démarche très profonde dans notre laboratoire et dans d'autres laboratoires, y compris en France. Vous avez ici un stand du laboratoire que je connais bien, Arcane, à Grenoble, qui a aussi cette même démarche. En gros, voilà quelques exemples de systèmes enzymatiques que nous étudions au laboratoire. Et donc, vous voyez bien tout ce continuum de travail, de recherche, qui passe par la connaissance au niveau le plus précis, au niveau atomique, c'est-à-dire que nous isolons des protéines, nous isolons des enzymes, nous les cristallisons, nous allons au synchrotron pour obtenir des structures cristallographiques afin de connaître à l'échelle atomique, avoir l'information à l'échelle atomique de ce site où se fait cette réaction qui nous intéresse, pour en comprendre le fonctionnement. Et donc ici, nous l'avons fait par exemple à partir de protéines comme des lacases qui en fait font de l'oxydation de l'eau pour cette électrode avec des systèmes, avec des sites actifs à base de cuivre. Ceci nous a poussé à produire pour la première fois des matériaux à base de cuivre qui sont de très très bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau. Les hydrogénases font de la transformation de l'eau en hydrogène, non pas avec du platine, du ruthénium, du rhodium, mais avec du nickel et du fer. Et donc, avec Vincent Artero à Grenoble, nous avons développé, il y a quelques années, des systèmes à base de nickel qui se sont avérés des très très bons catalyseurs pour la transformation de l'eau en hydrogène. Et plus récemment, puisque je travaille depuis quelques années sur la transformation du CO2, nous observons que dans la nature, il y a aussi des enzymes qui transforment le CO2 en monoxyde de carbone ou en acide formique. Et là aussi, la compréhension du fonctionnement, par exemple, des formiates déshydrogénases nous amène à faire des complexes biomimétiques à base de molybdène et tungstène, parce que la nature a choisi le molybdène et tungstène. Et c'est bien ça la démarche de l'inspiration, plutôt que d'aller cribler tout un tas de métaux. Nous sommes allés directement au molybdène et tungstène, parce que c'est ça que la nature a choisi pour faire cette chimie de transformation du CO2. Voilà, alors là je vais passer parce que c'est du détail. J'ai déjà dit tout ça. Voilà, c'est ma dernière dia. Voilà, donc aujourd'hui, au Collège de France, sur la base de cette recherche qui va de la biologie à la biochimie, à la chimie, et aussi bien moléculaire que solide, vous avez vu, je vous ai montré différents exemples, eh bien, nous allons plus loin. Et là, c'est mon dernier message. Nous avons des catalyseurs qui sont très intéressants. Cela dit, malheureusement, leur développement à une échelle plus technologique et plus industrielle est très difficile. Je redis à nouveau à quel point il est nécessaire que le monde académique et le monde industriel travaillent ensemble. Objectivement, ce n'est pas à des laboratoires comme le mien d'aller résoudre tous les problèmes technologiques et industriels. Nous sommes là pour faire, comme l'a dit Gilles, de la recherche fondamentale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire la chose suivante, je suis obligé de mobiliser des personnels de recherche dans mon laboratoire pour avancer
alors que ce n'est pas notre métier et qu'on n'est peut-être pas les mieux placés pour faire ça, pour avancer dans le développement technologique, pour arriver à un niveau, ce que les industriels appellent TRL 1, 2, 3, 4, 5, etc., à un niveau qui va me permettre d'être écouté par l'entreprise. Et juste une anecdote, il y a là-dedans des catalyseurs que j'ai montrés il y a 6 mois, 1 an à une entreprise. Bon, ça n'a pas eu l'air de vraiment l'intéresser. Il y a très peu de temps, ils sont revenus. Il s'avère que ce catalyseur, c'était le même. Je l'avais mis un peu, enfin pas moi, mais mes collaborateurs l'avaient mis un peu en forme dans un dispositif réel, dans une, enfin, que vous voyez ici, voilà, c'est la dernière, dans des petites cellules électrochimiques. D'ailleurs développées en collaboration avec une start-up. Et là, tout d'un coup, alors que c'était le même matériel, le même matériau, on n'avait rien fait de mieux. Et là, tout d'un coup, ah ouais, votre truc, c'est fantastique, etc. Bon, alors, je pense que là, il y a un vrai problème, mais c'est une des questions aussi que le développement du biomimétisme, de la bio-inspiration demande à résoudre. J'en ai évoqué 2. Le premier problème, c'est ce problème culturel. Il faut vraiment aller vers des approches très pluridisciplinaires et donc très exigeantes, mais qui demandent des formations très spéciales. Mais il faut aller vers là, sinon on ne fera pas de biomimétisme et de la bio-inspiration. Et la deuxième chose, c'est que pour aller vite vers l'objectif qu'on s'est fixé de résoudre tout un tas de problèmes d'environnement, de pollution, d'énergie, etc., il faut vraiment que le monde académique et le monde industriel travaillent beaucoup plus ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup.